Merci de m'avoir invité. Je considère cela comme la meilleure expression de la solidarité de l'IREMO avec notre combat. Je vous remercie aussi d'être venu justement nous soutenir dans ce combat que nous menons depuis maintenant plus d'une année et que nous continuons à mener et qui s'inscrit dans le combat que mènent les démocrates tunisiens pour les libertés. La Tunisie a eu le 14 janvier 2011 un nouveau rendez-vous avec la démocratie, parce qu'elle en a eu d'autres avant, mais qu'elle a malheureusement manqué du fait de la cécité politique, du fait de la mégalomanie de certaines personnes, du fait des égos hypertrophiés. Justement, les démocrates tunisiens sont décidés ou œuvrent de toutes leurs forces. C'est un travail d'Hercule pour justement pouvoir concrétiser justement les objectifs de cette révolution citoyenne et sociale que des jeunes ont menée sans direction durant le mois de janvier 2011. Alors, vous me direz que je m'éloigne des chroniques du Manoubistan. Non, on est en plein dans le sujet. En fait, les chroniques du Manoubistan relatent le combat que nous avons mené, que nous continuons à mener à la Manouba contre une tentative liberticide d'atteinte aux libertés académiques et à l'autonomie de l'institution universitaire. Et parallèlement aussi, pour qui suit les événements politiques en Tunisie, il remarquera sans difficulté que ce qui se passe à la petite échelle de l'université et à la petite échelle de la faculté des lettres de la Manouba a pris une ampleur et des dimensions impressionnantes à l'échelle du pays. Puisque les tentatives liberticides, c'est des tentatives qu'on a vues, qui ont ciblé au mois de juin 2012 les artistes, bien avant les journalistes de l'institution de la télévision tunisienne, les journalistes de Sabah, le journal Sabah et du Temps pendant l'automne dernier, et qui ont ensuite ciblé les hommes politiques, les syndicats, et nous sommes arrivés, parce que cette violence-là n'a pas été arrêtée à temps, nous sommes arrivés à l'irréparable avec l'assassinat du leader du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés et membre du Front Populaire, Choukri Belaïd. Donc, c'est ce qui s'est passé à la Manouba et ce que ce livre relate, c'est comment cette institution a été pour les salafistes, et je dirais même aussi, sans risque d'erreur, pour Ennahda, comment ça a été le laboratoire pour essayer de mettre en pratique des objectifs. L'objectif, en fait, et c'est ce que montre ce livre, l'objectif de la mouvance islamiste, c'est d'essayer de proposer un projet de société, un projet politique qui est conforme aux convictions religieuses et convictions idéologiques de ces composantes de l'islamisme en Tunisie. La différence entre le mouvement de Nada et le mouvement
le mouvement salafiste, c'est que Al-Nahda est plus lucide, sachant qu'elle a affaire à un pays où il y a un legs moderniste très important. Elle veut arriver à ses objectifs d'islamisation de la Tunisie par étapes, alors que les salafistes veulent que cela soit fait immédiatement. Ils n'ont pas la stratégie. La stratégie, c'est au niveau de la stratégie qu'ils divergent. Donc, Anna Manouba, donc, premier objectif, asservir la connaissance à ses convictions, asservir les codes vestimentaires aux convictions religieuses. Il considérait que la Manouba était un pays de mécréance. Et le 28 novembre 2011, ils sont venus, d'après les banderoles qu'ils arboraient, ils sont venus pour une rasoir et pour faire de la faculté des lettres de la Manouba, cette faculté de mécréants, de faire de cette faculté un Manoubistan. Et dans la banderole, il y avait cette idée-là. Et aussi, il leur est arrivé, dans les moments où ils faisaient de la propagande, de chanter des poèmes sur l'air des chants religieux, où il est question de l'islam qui est humilié au Manoubistan et de l'homme qui est honoré en Tchétchénie. C'était ces deux vers, je me souviens comme si c'était hier. في Manoubistan يقهر الإسلام وفي الشيشان يكرم الإنسان. Au Manoubistan, l'islam est bafoué et humilié. En Tchétchénie, l'homme est honoré. Donc vous voyez quelles sont les références, leur référentiel en matière d'islamisme. C'est l'islamisme des talibans, de l'Afghanistan, c'est le wahhabisme de l'Arabie saoudite. Et donc, lorsqu'ils sont venus essayer d'imposer le niqab, d'abord, c'est ce que le livre relate, nous avons réagi comme enseignants. Comme personne ayant défendu bec et griffes dehors, ou bec et ongles dehors, depuis pendant 30 ans, l'autonomie de l'institution universitaire et les libertés académiques. Parce que tous nos doyens ont été élus toujours sur cette base-là. Il n'est pas question de permettre à quiconque de dicter les règles du jeu à l'université. Ils sont également venus à la Manouba, parce que beaucoup de nos chercheurs en islamologie sont des chercheurs dont les thèses et les ouvrages s'opposent aux interprétations, aux exégèses, aux interprétations de la doxa, de l'orthodoxie. Donc, c'était une raison, la raison pour laquelle ils ont ciblé notre institution. Et je raconte évidemment ce combat qui, au plus fort de la crise, a été un combat quotidien pour résister, pour empêcher que la faculté ne tombe. Et parce que ils avaient l'intention aussi, ils avaient commencé par la Manouba, réputée pour sa résistance depuis Ben Ali et depuis Bourguiba. Donc ils ont commencé parce que si ce bastion de la résistance, ce porte-drapeau de l'offensive intellectuelle tombe, c'est des autres, toute l'université qui tombe.
Donc, c'est... alors, le livre raconte ce combat des ouvriers, ce combat des étudiants, ce combat des enseignants, ce combat du conseil scientifique, parce qu'à un moment, à aucun moment, il n'a été le combat uniquement d'Habib Kazdagli. Habib Kazdagli est devenu une icône parce qu'il a assumé ses responsabilités, parce qu'il a tenu à honorer ses engagements. Il a été élu sur la base d'un programme de défense des valeurs académiques et de l'autonomie de l'institution universitaire. Habib Kazdagli est comme moi un syndicaliste de toujours, et il ne pouvait pas accepter ce diktat. Et le conseil scientifique, effectivement, qui est défavorable à nos thèses, évidemment, a soutenu tout cela, le syndicat aussi. Mais de plus en plus, il est apparu à la société tunisienne que ce combat-là est un combat dur, est un combat ardu. On a senti que, en fait, ce qui était visé, et on l'a vu dès le début, assez perspicace, pour voir dès le début ce qui fait sens, parce que quand on fait une chronique, on n'a pas le recul de l'historien, mais notre expérience dans le syndicalisme, notre expérience dans la défense de l'autonomie de l'institution, nous a montré dès le départ que ce qui faisait sens et l'objectif, c'était en fait le projet moderniste tunisien tel qu'il a été pensé dans le laboratoire des idées du réformisme tunisien par Khaireddin Besha, par Sedek Bey, par Ahmed ibn Abi Diaf. Et ce projet moderniste qui n'a pas été le résultat de la colonisation, qui est intervenu bien avant la colonisation, avec l'abolition de l'esclavage, bien avant la France. La Tunisie a aboli l'esclavage en 1857, en 1846. La France l'a aboli en 1848. Elle a eu la première constitution arabo-africaine en 1861. La première expérience d'enseignement laïque, de séparation entre on a dessaisi l'institution religieuse, la Zitouna, du privilège, du monopole de l'enseignement, en créant un collège, le collège Sadiki, collège moderne, qui enseignait les langues étrangères, les sciences exactes en français, et qui aussi formait les élèves à la connaissance de leur culture, de leur civilisation et de langue. Et puis ce projet-là a été approfondi par le mouvement national tunisien, par le mouvement syndicaliste tunisien, par le mouvement féministe tunisien. Et le 28 novembre, le ciel nous était tombé sur la tête. Mais quoi? Nous nous étions dit, mais quoi? Cette Tunisie où a été décrété il y a plus de 50 ans, 56 ans, le code du statut personnel, un code que beaucoup de pays nous envient, qui a établi l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce pays qui est un pays fondateur de civilisation, qui a toujours été assoiffé de liberté et imprégné de liberté, devra-t-il suivre l'exemple de l'Afghanistan, l'exemple de l'Arabie saoudite wahhabite? Et cela aussi a été perçu par la société tunisienne, la société civile tunisienne. Et au cours de la manifestation, pour la marche qui a été appelée la marche pour toutes les libertés, qui a eu lieu le 28 janvier 2012, eh bien, nous, enseignants de la Maniba, je relate ça, nous faisions partie de la manifestation, et les gens venaient nous saluer et nous disaient, nous sommes avec vous, maintenant nous allons combattre avec vous. Ne lâchez pas, parce que si vous lâchez, c'est toute la société qui va lâcher. C'est tout.
notre rêve de démocratie qui va avorter. C'est parce que tout le monde s'était rendu compte que ces gens-là étaient les fossoyeurs de la démocratie. Et donc j'ai aussi, à côté de cette relation souvent quotidienne pendant l'apogée de la crise des événements, j'ai mis en parallèle ce qui s'est passé à la Manouba, ce qui se passait à la Manouba avec ce qui se passe sur l'échiquier politique tunisien. Et les événements, tous les événements. Et le texte le montre, on aboutit à la conclusion, comme je vous l'ai dit dès le départ, qu'il y a un projet liberticide global, un projet totalitaire global qui, avec l'idée de derrière la tête qu'il s'agit de gens qui se croient dépositaires de la vérité absolue, puisqu'ils se réclament de Dieu, puisqu'il se réclame du sacré, et donc qui, nous a-t-il semblé, utilise la démocratie comme un vêtement d'emprunt pour les besoins de la cause, pour faire avaler la pilule, pour faire passer la période transitoire. Et les tiraillements sur la Constitution, auxquels j'ai souvent fait allusion, et particulièrement au sujet de l'article 1er ou de l'article 28 du brouillon de la Constitution, où l'article 1er, vous savez qu'il y a eu un long débat et ils essayaient de faire pression pour qu'on dise d'une manière claire et nette que la législation doit être subordonnée à la charia, doit s'inspirer de la charia, et l'article 28 où il est question d'une femme qui est le complément de l'homme et non l'égal de l'homme. Et là aussi, la société civile, comme à la Manouba, elle s'est battue, etc. Et tout cela, ça a fait que ça a permis une sorte de coordination, de réseautage qui commence à voir le jour. Bon, ce que je voulais dire aussi, que la fermeté, notre désir de faire respecter les règlements à payer, puisque maintenant, pour le moment, Dieu merci, nous avons la paix à la Manouba. Mais malheureusement, nous avons mis en garde, mon texte, ce témoignage, c'est un texte où certains d'entre vous ont lu au moment même, à l'instant même, en temps réel, au moment même où je l'ai publié sur Internet, on les avait lus. En fait, c'était des textes écrits à chaud, mais qui sont un témoignage, mais qui valent aussi mise en garde pour la menace qui était à nos portes. Eh bien, le pouvoir ne nous a pas entendus. Il nous a accusés d'amplification, de fabulation, d'affabulation. Et il nous a même accusés de nous venger pour des raisons politiques, parce que nous appartenons au camp des modernistes qui ont perdu les élections. Vraiment des absurdités, des idioties, des idioties. S'ils avaient arrêté cette violence au moment où il le fallait, on n'aurait pas eu la mort de Lutfilag, on n'aurait pas eu la mort de Choukri Belaïd. Et justement, les chroniques du Manouistan montrent à quel point le point de vue de la faculté, j'ai défendu, ce sont mes convictions personnelles, c'est ma manière à moi d'analyser le sujet, mais je suis aussi le porte-parole de mes collègues, de toute une philosophie, de toute une conception de la gestion de l'université que nous avons mis des années à concevoir. Maintenant, évidemment, sous ces événements-là, ont eu pour conséquence hâcheuse le procès inique et éminemment politique, je parle de cela, intenté à Habib Kasdardi, qui est devenu un feuilleton interminable. Et les chroniques continuent, puisque je suis en train de vous envoyer, de continuer à vous envoyer ceux qui sont sur nos carnets d'adresse,
les comptes rendus de ces audiences, il y aura peut-être les nouvelles chroniques du Manoulistan. Voilà, je vous remercie de votre attention. Quel est le pourcentage de femmes qui portent le niqab? J'ai quand même l'impression que c'est tout petit comme pourcentage. Est-ce qu'il faut en faire une maladie? Je prends plusieurs questions. Bonsoir. J'avais cru comprendre, mais il y a quelque temps, que les femmes d'Ennahda, au début du moins, avaient une attitude un peu plus ouverte sur toutes les questions concernant précisément le statut de la femme. Or là, dans le documentaire, on nous montre des députés d'Ennahda qui sont plus fermés, semble-t-il du moins, que le dirigeant du mouvement lui-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la position des femmes au sein d'Ennahda a évolué ou est-ce que les députés ont été triés sur le volet? Qu'est-ce qui explique leur comportement? Une dernière question. Je voulais savoir quelle était la fraction d'imams salafistes. Est-ce qu'on sait aussi quelle est la proportion d'imams qui sont plutôt soufis ou qui sont de l'ancienne tradition tunisienne plutôt mélakiste? Je vous laisse On donne la parole à... d'abord à Agnès. Vous êtes sûr? C'est vous le spécialiste. Allez-y. Voilà, donc il ne faut pas en faire une maladie, parce que le nombre est réduit. Vous savez, ce genre d'approche est une approche, parce que vous ne vivez pas la situation et je vous comprends. Évidemment, le bon sens vous dit c'est une minorité. Pourquoi faire tant de problèmes? Pourquoi tant de chichis? Mais en fait, il ne faut pas perdre de vue dans le contexte tunisien. On n'est pas en Grande-Bretagne, on n'est pas au Canada pour accepter cela. On est en Tunisie, c'est-à-dire en pays d'islam, où ils ne se considèrent pas comme locataires ou comme les gens étrangères, se considèrent comme des propriétaires du pays et se considèrent comme les dépositaires de la vérité absolue. Et donc, ils ont une tendance hégémonique. Cet islam-là, qui est un islam étranger à nos contrées, c'est cet islam-là qu'ils veulent propager. Et justement, l'affaire du niqab, c'est pas une histoire de fichu, d'étoffe, mais elle est chargée d'emblèmes, de symboles, d'enjeux énormes. Aussi bien dans le problème, au niveau de la relation enseignant-enseigné pour le système éducatif tunisien, que pour le projet de société tunisienne et que pour le statut de la femme. C'est en fait ce niqab remet en question tout cela. En tant qu'enseignant universitaire, nous n'avons abordé ce problème d'un point de vue pédagogique, mais nous sommes aussi conscients que cela a des implications citoyennes et bien sûr des implications éminemment politiques. Je vais vous donner un exemple. Nahda et tous les partis qui ont des sièges à la Constituante ont promis qu'ils fonderaient une république civile et démocratique. Eh bien, l'affaire du niqab, c'est un test. Pourquoi est-ce un test? Parce que des gens qui prétendent former une république civile et non théocratique, une des premières règles, c'est
de donner aux professions l'autonomie dans la décision de ce qui relève de la profession. Nous avons un proverbe arabe qui dit, un proverbe de la Mecque, qui dit Ahlu Makkah adra bi shi'abiha. Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire Ahlu Makkah adra bi shi'abiha? Ça veut dire les gens de la Mecque sont les seuls à même de connaître le relief de la Mecque. Et donc, transposer au domaine qui nous concerne, cela signifie que seules les compétences dans un domaine ont le droit de légiférer dans ce domaine et de choisir les codes vestimentaires. Ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre, c'est que dans une république civile et démocratique, la liberté vestimentaire n'est pas une liberté absolue. Elle est limitée, cette liberté-là, pour des raisons pédagogiques dans les institutions d'enseignement, pour des raisons de sécurité professionnelle dans les usines, pour des raisons d'hygiène dans les hôpitaux. Elle est limitée par les règlements professionnels. Les codes professionnels qui, à l'origine, sont des codes implicites, des codes tacites, dictés par le bon sens, qui n'ont jamais été au départ. Ces codes-là n'ont jamais été écrits. C'est lorsqu'il y a une infraction à ces codes-là que l'autorité rappelle l'autorité seule qui a le droit de décider. Ce sont ni les politiques dans une république civile, ni les religieux qui ont le droit de choisir pour la profession le code vestimentaire. Alors dans ces conditions, pourquoi ne pas se baigner comme ne baignerais-je pas avec mon costume dans une piscine? Si vraiment, donc là, c'est ça tout le problème. Le problème n'est pas politique. Le problème est un problème de bon sens. Un enseignant de la faculté des sciences l'a dit en juin 2011, il a dit, moi je suis très gêné lorsque je suis obligé de donner cours à des personnes qui se couvrent le visage. J'ai l'impression que je ne fais pas mon travail convenablement. Ça me pose des problèmes de conscience professionnelle. C'est simple comme bonjour. Donc, évidemment, il y a, comme je l'ai dit, des enjeux civilisationnels, culturels et politiques, mais au départ, c'est cela. Donc, et c'est pour ça qu'il y a eu, parce que c'est une bataille qui engage tout le monde. Parce qu'en fait, derrière le niqab, et nous l'avons compris, et je le démontre dans ce texte, il y a un projet liberticide. Il y avait une autre question. Là aussi. Sur les députés d'Ernada, les femmes, les députés femmes. Oui, les députés femmes. C'est des attitudes de politique politicienne. Hanouchi lui-même le disait dans cet entretien-là, l'islam, le port du niqab n'est pas une obligation dans l'islam. Et il lui dit en tant que faqih, en tant qu'exégète, il ne conseille pas aux musulmans de porter le niqab. C'est-à-dire que là, il exprime une divergence d'ordre idéologique sur l'interprétation avec les salafistes. Mais là où il rejoint les salafistes, c'est pour des raisons politiques. Parce que c'est leur base électorale, d'abord, et parce qu'il y a, je le montre dans le livre, il y a des relations perverses entre Nahda et les salafistes. C'est parce qu'en fait, moi je le dis aussi, je l'ai dit à Martine Gozlan, il y a quelques jours, quand ça a été publié sur Marianne, je dis, Nahda veut installer un régime à l'iranienne. Ranous, il l'a dit dans une vidéo qui a circulé après le 14 janvier. Il a dit qu'il était admiré de la démocratie iranienne, qui est une démocratie dans le cadre de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il est revenu à la charge le 10 août dernier, dans une de ses prêches, il disait, les ennemis de Nahda, c'est-à-dire les démocrates, les partis démocrates, sont les ennemis de l'islam. Donc quelle est en fait l'intention, qui n'est même pas cachée, c'est, comme en Iran, d'exclure
du jeu politique, à long terme ou à court terme, tous ces démocrates nigérians. En fait, peut-être qu'en Tunisie, ça ne se passera pas comme en Iran, parce que nous sommes plus calmes, moins violents. Mais là, que vous connaissez le sort qui a été réservé à Touda, Parti communiste iranien, et à Moujahedine Khalq par Khomeini. Et justement, le régime iranien, il mime, le régime, le Nahda mime actuellement le régime iranien. Le chef de l'État tunisien, ce n'est pas Marzouri, ce n'est pas Hamad Isbeli, même si maintenant il essaye de reprendre du poil de la bête, c'est Rachid Ghannouchi. Voilà. Agnès, tu as quelque chose à ajouter avant de repasser la parole à Alors, pour le pourcentage des femmes qui portent le niqab, donc c'est difficile à estimer, mais effectivement, c'est une minorité. Ce que j'ai voulu montrer donc, dans le documentaire, et je suis vraiment désolée du montage, parce qu'en fait j'avais dû supprimer aussi les commentaires, donc je ne sais pas si tout le monde si tout le monde a bien compris. Donc l'idée c'était de montrer qu'il y avait plusieurs types de femmes qui portaient le niqab. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué au début, donc c'était les surdiplômés au chômage, donc qui ont... Donc ce sont ces diplômés qui sont un peu désabusés et qui vont porter le niqab. En fait, pourquoi j'ai fait cette étude donc, sur le niqab en Tunisie après la Révolution, c'était pour essayer de comprendre pourquoi ces femmes profitaient de ce vol de liberté pour pouvoir porter le niqab. Donc, ce qui était absolument paradoxal. On ne peut pas imaginer ça, on pouvait pas imaginer ça a priori. Et c'est vrai qu'il y a eu cette tendance, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler niqab mania à Tunis. Donc c'était une vraie mode du niqab. Donc les premiers mois, on le voyait un peu dans la rue. J'ai commencé à travailler bien avant le déclenchement de la crise à la Manouba. Alors pour vous dire, moi en marchant beaucoup, je sais pas, je devais en rencontrer moins d'une dizaine par jour. Enfin, c'est rien du tout. C'est très peu, et encore, moi j'exagère en disant une dizaine par jour. Et aujourd'hui, très très souvent, donc c'est un passage dans la vie, mais surtout ce qui m'avait frappé, c'était le pourcentage des très très jeunes filles qui le portaient. Vous avez vu, donc c'était toutes ces lycéennes de 16 ans. Donc moi j'en ai rencontré même qui avaient 13 ans, donc qui étaient exclus du collège, qui étaient au collège, carrément, qui avaient 13 ans, 14 ans, 16 ans. Et voilà, donc pour vous dire... moi, je suis un petit peu d'accord avec vous. Donc, j'ai pas le vécu j'ai pas votre vécu, mais en tant que sociologue, c'est vrai que j'aurais tendance aussi à ne pas dramatiser le phénomène et à dire, voilà, finalement, c'est un phénomène qui est plutôt inoffensif pour l'ensemble de la société. Mais je dis pas. Alors, c'est vrai que le même phénomène à la Manouba, c'est autre chose parce qu'il a été manipulé. Il y avait énormément de salafistes, vous voyez, et c'est vrai que il y a eu une seule personne en fait qui portait le niqab qui s'appelait Faten. On la voit au tout début, c'est la première qui parle, et en fait elle m'avait interdit de filmer son visage alors qu'elle avait le niqab, et donc je suis obligée de filmer ses gants. Enfin, voilà, donc c'est celle qui est en deuxième année d'arabe. Et elle, donc à partir de son cas, donc ça va se répandre. On va avoir des salafistes qui vont venir. Donc c'est ce que vous racontez dans votre dans votre livre. Et là, beaucoup de femmes vont le porter en solidarité, juste pour montrer qu'elles pèsent leur poids dans la faculté. Mais même comme ça, elles étaient moins d'une vingtaine, vraiment moins d'une vingtaine, entre 10 et 20. Et donc c'est vrai, quand on voit le nombre très important dans toute l'université, oui. Et même vous avez vu quand les salafistes font la prière, vous voyez, ils sont 10 à faire la prière, et tout autour, les étudiants ne sont pas du tout d'accord. Donc il y avait une énorme résistance du reste de l'université. Donc là, j'ai pas pu mettre beaucoup de témoignages des autres étudiants, mais ils ne rentraient pas du tout dans le délire salafiste. Et au contraire, ils étaient vraiment marginalisés. Donc moi, c'est ce que j'ai pu percevoir en tant que sociologue. Hein. Je l'ai pas vécu en tant que professeur d'université, menacé, avec tout le stress qui a pu entourer tout ça. Pour la position des femmes des Nahda, effectivement, c'est un phénomène aussi intéressant parce que elles sont partie prenante, hein, en fait, de ce qu'elles jugent comme une répression. Donc, vous avez vu, et encore, j'en ai beaucoup d'autres, hein, des femmes des Nahda qui témoignent, et à chaque fois, elles vont prendre la défense des filles qui portent le niqab. Parce qu'elles disent, moi, je me reconnais quand j'étais adolescente et que j'avais pas le droit de porter le foulard au temps de Ben Ali. Donc,
quoi qu'il arrive, alors c'est là où justement, je suis d'accord avec vous, il y a peut-être des relations perverses entre Nada et les salafistes, c'est-à-dire qu'elles n'osent pas, évidemment, contredire ces femmes parce qu'elles veulent ménager les salafistes, évidemment, pour créer, pour les garder... pour les garder sous le coude. Et ensuite, la troisième question qui était, c'était sur la promotion des imams salafistes. Hein. Je sais. Alors, On là, parle de oui, 400, allez-y. de 400 mosquées contrôlées par les salafistes, Oui. mais on ne dit pas quels sont le nombre des imams non salafistes. Alors, justement, à propos des étudiants, du nombre des étudiants, je vais donner un chiffre des Nikabé. Je vais donner un chiffre officiel. Le chiffre qui a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il y aurait dans le pays 192 Nikabé, pour une population d'étudiantes de 280 000 étudiantes. Voilà. Les 400 mosquées qui ont été prises par les salafistes. Oui, mais on ne sait pas, avant la prise de ces mosquées par les salafistes, combien de salafistes il y a dans les mosquées. Ouais. Alors, par ailleurs, la résistance des Malikides, Oui. n'existe pratiquement pas. Ce sont ces derniers temps, ces derniers temps, justement, en raison de la recrudescence de la violence, après l'assassinat d'abord du président de l'Union nationale d'agriculteurs de Tataouine, qui est Lotchinag, qui fait partie de Nidertoun, les gens, que les Zaytouniens et les Malikites commencent à se manifester, et surtout après les attaques contre les mausolées, où on les a vus un peu à l'œuvre. Sinon, les Malikites, les Zaytouniens ont laissé la place, malheureusement, beaucoup de mosquées aux salafistes. Ça, c'est vraiment une triste réalité. On abandonne. Il y a même, on me raconte qu'il y a des imams qui étaient à la solde de Ben Ali et qui ont tourné kazakh au gré des vents et des opportunités. Et maintenant, ils sont devenus salafistes. Alors, vous voyez, donc la résistance du milieu théologique et religieux, du camp religieux, je ne la vois pas beaucoup. Habib Qazdar, ils disent justement qu'Habib Qazdar, c'est pour des raisons politiques qu'il refuse le niqabé. Une des raisons qui a fait que cette chronique a été écrite, c'est pour réfuter toutes ces débilités, toutes ces inepties. Voilà. Oui, je voudrais préciser que je suis tunisien et que, bon, au-delà de ces chroniques, de ces faits qui choquent, qui font que je ne reconnais pas la Tunisie, que j'ai quittée depuis 40 ans, mais je suis toujours resté en contact. Je voudrais m'adresser à vous en tant qu'historien, je crois, et sociologue. Non, moi je suis francisant. Bon, mais Qazdar, qui est un parent et historien, je crois que vous êtes... Oui, bien sûr. vous travaillez ensemble, donc... Oui. Comment vous expliquez qu'on soit arrivé à ça? Parce que, bon, l'histoire de l'islam, je dirais l'apparition de l'islam avec ce qu'on peut appeler la Nakba ou la discorde, si vous voulez, qu'a connu l'islam. Jaïd appelle ça la grande discorde, la fitna, qui s'est passée entre chiisme et sunnites. Bon, est passé par ça, mais on l'a dépassé et moi j'ai vécu l'époque bourguibienne où on sait avec quelle diplomatie il a géré ce problème en découvrant des femmes, comment on a pu arriver à ça.
Maintenant, et c'est pas spécial à la Tunisie, hein, quand on voit l'Égypte, quand on voit les films égyptiens des années 50 et 60, comment les femmes étaient, Kalthoum et tout le reste, comment on est arrivé maintenant à ça? Est-ce que c'est vraiment, je dirais, le passage de Ben Ali qui a entraîné ça, ou c'est quelque chose qui est inhérent aux religions en général, sinon à l'islam, au salafisme, si vous pouvez répondre à cette question, qui dépasse un peu ce cadre, je dirais, chronique. Merci. Oui, moi d'abord j'avais un commentaire et puis une question. Le commentaire, c'est que j'ai été amené à faire des cours de 2-3 ans, et en Iran, et en Arabie Saoudite, devant des lycéens, des étudiants. Et je dois vous dire, je suis un peu surpris parce que j'ai fait des cours devant des étudiants qui n'avaient pas le niqab. Ils avaient le voile, mais n'avaient pas le niqab. Donc, comment expliquer le fait que on dit ça se passe en Arabie Saoudite et en Iran, alors que, en fait, je peux vous dire que je ne l'ai pas observé. C'est une remarque. La deuxième, c'est pour revenir au point central du débat aujourd'hui, c'est Abil Kazagli qui est vraiment la ligne de mire politique. Je voulais savoir comment vous voyez, qu'est-ce que vous attendez de nous Français, pour vous aider dans ce débat, tout en sachant qu'on pourrait nous reprocher de nous occuper des affaires intérieures de la Tunisie. C'est ça un peu notre mais on veut absolument, évidemment, vous aider et l'aider à la Manouba, parce que, comme vous l'avez dit, c'est quand même un symbole. Bien simplement au niveau de l'intolérance que vous avez exprimée en tant que sociologue par rapport à ce phénomène. Bon, je crois que on peut l'éclairer à partir des éléments de votre film qui peut-être que vous avez enregistré et peut-être à mes yeux pas assez analysé, en tous les cas dans le discours qui a suivi. Parce qu'on a un discours moderniste de Ranouchi qui présente un islam à visage ouvert, tel dans l'interview qu'il a faite. Et puis on sait que le parti de Nada est un parti, c'est un peu une autocritique que je vais faire, mais stalinien, c'est-à-dire extrêmement rigide, discipliné. Et tous les gens de Nada qui ont parlé ont tenu un discours opposé à celui de Ranouchi. Donc on a, c'est une analyse politique du phénomène islamiste en général et de Khwanji, des frères musulmans en particulier. C'est la stratégie du double langage qui mérite d'être analysée dans ce film, et avec, pour rejoindre ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire il y a dans le discours quelque chose de pernicieux qui apparaît de façon permanente, c'est-à-dire la fragilisation de Khazali. Tout est de la faute de lui. Il suffit d'enlever cette épine du talon de l'université et l'université va bien se porter. Tout le monde a dit ça. Le ministre de l'Intérieur. Je ne parle même pas du ministre de l'Enseignement supérieur qui peut-être, si vous l'aviez interrogé, aurait été encore plus caricatural, d'autant plus qu'il vient de passer comme professeur de façon merveilleuse, en dehors de toutes les règles universitaires. Mais toutes les femmes de Nada ont toutes, et le ministre de l'Intérieur, ont toutes tenu un discours homogène, c'est-à-dire un discours organisé, sauf Ranouchi. Donc il y a un sens à donner là, il y a une fragilisation sociale de l'individu qui permet de poser la question comment défendre Khazali et d'autres actuellement qui sont menacés au niveau, c'est pas une affaire intérieure tunisienne, c'est une affaire quand il s'est agi de défendre des Algériens ou d'autres, nous sommes intervenus en tant que démocrates, et donc la démocratie n'a pas, et les libertés, elles n'ont pas de frontières. Voilà. Donc j'ai aucun état d'âme en ce qui concerne le nationalisme tunisien dans ce domaine. Bourguiba et la lutte nationale tunisienne ont largement profité et collaboré avec les démocrates français. Donc il n'y a pas de... Mais alors concrètement, pour rejoindre la question précédente, il y a objectivement, à partir de ce film, peut-être de façon qui n'a pas été mise assez en évidence, une fragilisation de l'individu. C'est clair, 4 interventions, du ministre au député,
femme en plus fragilise cette illusion, c'est de sa faute. Comment le défendre? Parce que demain il lui arriverait quelque chose, on dirait c'est de sa faute. Ça, moi je l'ai entendu de la bouche d'universitaires tunisiens. Voilà. Donc c'est une question que je pose aux deux d'ailleurs. Parce que... Bon, je vous laisse répondre. Oui. Donc, à propos du phénomène du niqab, qu'est-ce qui explique le phénomène du niqab? Parce que ce sont des divergences idéologiques qui maintenant, particulièrement aujourd'hui, dans le contexte actuel, apparaissent alors qu'ils étaient occultés en raison d'un autre contexte. C'est possible. Mais il y a en fait à cela plusieurs causes. Il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Et qui contribuent à la géostratégie, qui contribuent justement à ce que le phénomène commence à prendre corps en Tunisie. Bon, quelles sont les causes endogènes? C'est un enseignement qui a fait le lit de l'intégrisme. Et une fracture sociale, donc liée à cet enseignement qui a fait le lit de l'intégrisme, parce qu'en fait, les gens qui sont capables d'accéder aux idées des Lumières, ce ne sont pas les pauvres gens qui ne reçoivent pas une bonne formation. Ce sont les gens des milieux aisés, de la petite bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie, qui vont être dans les pôles d'excellence. Donc les pauvres gens, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas outillés. Et il y a eu, donc, avec Bourguiba, il y a eu donc cette école, justement, ces moyens qui ont été mis à la disposition de l'école, qui ont fait que l'école a été un ascenseur social. Beaucoup de gens issus de milieux modestes, on peut accéder, on peut faire une ascension sociale, souvent fulgurante, grâce aux études. Eh bien, avec Ben Ali, l'école comme ascenseur social, ça ne fonctionne plus. D'autant plus qu'une arabisation mal faite s'est transformée en une arabisation des contenus, avec l'accent mis sur le legs conservateur, le legs religieux rigide, et avec une occultation des lumières de la civilisation arabo-musulmane. C'est occulté, Ibn Rushd, etc., Ibn al-Muqaffa, Bachar, toute la poésie amoureuse, toute la poésie andalouse, par exemple, dans les programmes, c'est une peau de chagrin. L'arabisation de la philosophie a donné des catastrophes. Ça a été transformé en un cours de pensée islamique. Une pensée islamique, non pas la pensée islamique des Jaït ou des Étoniens, des Ben Achour, mais une pensée rétrograde qui est proche de celle des frères musulmans. Alors, quelles sont les causes exogènes? C'est que la Tunisie est un laboratoire aujourd'hui pour des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Actuellement, vous avez raison de dire que ce ne sont pas toutes les Saoudiennes qui portent le niqab. Et il y a même des Saoudiennes qui se battent aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Londres, où cet athlète qui n'avait aucune chance de gagner quoi que ce soit a enlevé son hijab pour exprimer cette soif de liberté? Eh bien, dans l'agenda saoudien et dans l'agenda qatari, il faut que la femme tunisienne, il faut qu'il y ait une régression de la femme tunisienne pour que cette révolution citoyenne, qui est une demande de démocratie, de plus de liberté, ne puisse pas contaminer ces pays-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent
qui sont... si vous avez vu le film, qu'est-ce qu'il y a dans le film en fait? Beaucoup d'étudiants vous disent, moi, c'est depuis quelques mois que j'ai porté le niqab. Je ne viens. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une campagne, il y a de l'argent. Je vais vous raconter un fait, raconté par les avocats d'Habib Qasdali. Imen Berrouha, la plaignante qui accuse Habib Qasdali de l'avoir giflé. Elle a avoué aux avocats d'Habib Qasdali, à l'un des avocats qui est venu à sa rencontre, à celle de son père, que c'est pas vrai. Et alors, on lui a fait la proposition, alors dis-le devant le tribunal. Dis que tu as été manipulé. Dis... et ils nous ont amené le père. Le père était d'accord pour dire ça. Ils lui ont dit, on peut vous faire prendre en charge même à l'étranger. On peut vous débrouiller une bourse même à l'étranger. Et à condition, ils l'ont menacé, le père. Ils lui ont demandé de rentrer chez lui. Et ça dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Quand je vais rentrer à Casserine, combien de fois tu as sué, combien de fois tu n'as pas pu me donner le prix du... Voilà, donc le prix du trajet. C'est ça, c'est tout ça, en fait. Il y a beaucoup de mise en scène. Beaucoup de jeunes étudiantes qui ont été achetées pour porter le niqab, et ça, c'est un fait. De même que l'intrusion de gens étrangers à la faculté, c'est parce qu'il y a une manipulation politique. C'est ça, en fait, c'est ça l'enjeu. Ça n'est pas, c'est ça ce qui est grave. Et pour le voir, il faut être sur place. Et c'est pour ça que nous avons senti qu'il y avait une menace à nos portes. Si ça avait été une histoire insignifiante, personne n'aurait réagi. Et les autres facultés, on dit les autres facultés, mais les autres facultés, ils n'avaient pas eu ce que nous avons eu à la Manouba. Parce que la Manouba a été une cible privilégiée. Dans les autres facultés, il y a des facultés qui ont fermé les yeux, mais il y a des facultés qui empêchent les niqabés d'entrer dans les cours. Pourquoi? Parce que, les doyens, ils sont respectueux de l'autonomie, mais parce qu'il n'y a pas Barth, il n'y avait pas Mohamed Barth et sa troupe, et son commando, pour empêcher le déroulement des cours. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il venait, Mohamed Barth, le pauvre, il est mort à la suite, vous savez, de la grève de la faim, qu'il a entamé après les événements d'ambassade américaine. Et il venait avec le commando, intimidant avec des caméras, intimidant les enseignants. Je vous prends en flagrant délit, vous êtes en train de refuser l'accès de ma camarade, de notre camarade au cours. Vous n'avez pas le droit, etc., etc. Et puis on passe ensuite, on bouscule les enseignants. Ensuite, on les accuse d'être mécréants. Justement, Habib Qasdali l'avait dit dans le film, quand j'ai essayé d'aller à son secours pour lui permettre d'œuvrer un passage, le 6 décembre, j'ai été tabassé et puis j'ai été coincé entre le bâton fixe et le bâton mobile de la porte, parce que je suis quand même arrivé à m'engouffrer un tout petit peu. Ils m'ont coincé pendant 1 ou 2 minutes au point que j'étais asphyxié. Que je me suis évanoui. Voilà. Il aurait pu y avoir un mort. Je le raconte aussi. Le projectile, qui est un morceau de béton bonché, de 20 cm de diamètre, vous savez ce que c'est que le béton bonché? C'est du ciment avec du gravier. Vous avez un morceau de 20 cm. Qu'un salafiste, le 7 mars, projette du rez-de-chaussée du parc contre la vitre en direction du bureau du doyen. Il a frôlé un fonctionnaire qui était assis sur un fauteuil. Il visait le doyen. Le doyen aurait pu être tué ce jour-là. Voilà. Et donc là aussi, pour ce qui est du soutien international, il est toujours le bienvenu. Vous savez, comme vient de le rappeler, je crois que c'est Jean-Claude Soufir qui était là. Il est toujours là. Hein, il est toujours là. Effectivement, il y a toujours des internationales.
Nous ne demandons pas l'ingérence du gouvernement français, nous ne demandons pas aide au gouvernement français. Nous demandons l'aide des associations qui font le même boulot que nous. Nous demandons l'aide des ligues de droits de l'homme, etc. Nous demandons l'aide de la société civile, nous demandons l'aide des universités. Il y a un syndicat à l'échelle mondiale. Il faudrait aussi peut-être que maintenant, avec cette liste noire, il faut que Amnesty International se mette aussi de la partie. Non, il faut aller dans ce sens, il faut élargir le cercle du soutien. Actuellement, le SNESUP français s'est mis de la partie. Le mouvement européen France, dirigé par Bernard de la Derrière aussi, qui aussi nous soutient. Et là, je crois que ça va dans le bon sens. Parce qu'effectivement, le report du procès est suspect. À propos du procès, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a une rupture du délibéré qui était inattendue. Parce que à la fin de l'année, tout le monde, les juges y compris, étaient d'accord pour mettre fin à ce procès ubuesque. Et on avait décidé que le 3 janvier, on avait décidé de le mettre en délibéré pour un verdict le 17 janvier. Et qu'est-ce qui se passe? Énorme surprise, il y a une rupture du délibéré, c'est-à-dire qu'on renvoie l'affaire au stade antérieur. Pourquoi rupture du délibéré? C'est en faveur d'Habib Kazdali, c'est vrai, parce que en fait, la justice veut auditionner les témoins qui ont été entendus par la police judiciaire. Elle veut encore les entendre. Elle veut le rapport du Conseil de l'ordre des médecins qui casse le certificat médical de complaisance. Ça, c'est un rapport à la décharge d'Habib Kazdali. C'est les témoins qui vont être auditionnés, c'est des témoins à décharge. Donc, tout va dans le sens d'un épilogue heureux. Seulement, pourquoi ce report de 2 mois et demi? Est-ce qu'on a besoin de 2 mois et demi pour avoir un rapport, le rapport du Conseil de l'ordre, ou bien pour auditionner? Voilà, c'est ça ce qui est inquiétant. Le report est un report politique. Donc, de là, la nécessité, dans le front intérieur, au niveau de la chaîne de solidarité internationale, de redoubler d'efforts dans ce sens. Oui, donc je vais répondre aux mêmes questions dans l'ordre chronologique. Donc, comment on est arrivé là? Donc, évidemment, c'est une bonne question et ça concerne la planète entière puisque c'est un islam globalisé. Donc, on le retrouve aussi bien en Tunisie qu'en France. Et c'est d'ailleurs, sauf qu'en France, ça s'est passé il y a 10 ans, 15 ans et en Tunisie, c'est vraiment contemporain. Donc, effectivement, c'est très intéressant de voir que la liberté est retrouvée. Donc, ça va servir justement à exprimer des idées salafistes, à avoir donc cette mode, cette nouvelle mode. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le phénomène de mode du niqab d'un point de vue sociologique, en fait, par rapport aux recherches et aux études que j'ai pu faire. Donc, je pense que c'est un phénomène, c'est une démarche identitaire un petit peu semblable à ce qui se passe en France. Elle est individuelle, très individualiste, donc ce sont des femmes en général qui sont célibataires. Enfin, c'est très proche de ce qui se passe en France. Donc, j'ai fait beaucoup d'études sur les femmes qui portent le niqab en France. Donc, on a à peu près toujours le même schéma. Sauf qu'en Tunisie, elles sont beaucoup plus jeunes. C'est-à-dire que moi, j'ai rarement trouvé des femmes qui portent le niqab à 16 ans. En Tunisie, c'est vraiment très, très important. Et comme je vous disais, même des fois, ça les prend plus jeunes. Donc, moi, à mon avis, c'est peut-être aussi un retour du refoulé. Donc, on a des mères, des grands-mères qui ont été interdites de porter le voile, le simple voile. Donc, est-ce que dans la transmission parentale, il n'y a pas eu quelque chose? Ça, je ne sais pas, non, je ne pense pas. Mais en tout cas, donc, dans les jeunes filles, comme vous le voyez, les mères ne sont pas pratiquantes, elles ne portent pas de voile. Donc, très souvent aussi, c'est une réaction contre les parents. Donc, on veut être différent et on veut comme une espèce de conversion. C'est exactement le même phénomène en France. Donc, on veut montrer qu'on est plus religieuse que les autres. Donc, et puis pareil aussi, vous avez vu, celles qui ont 20 ans, 26 ans, 30 ans, donc on a aussi des profils de femmes un petit peu marginales. Celle qui a 30 ans, par exemple, qui est ingénieure en télécom, est toujours célibataire, elle ne s'est jamais mariée. Donc vous voyez, on a... Donc
des femmes qui sont en échec d'un point de vue sociologique, hein, juste pour vous expliquer. Mais je veux pas, ça n'explique pas non plus tout le phénomène salafiste. Mais ça, c'était juste pour simplifier. Sinon, effectivement, alors ça c'est intéressant. Donc sur les femmes, quand vous disiez donner des cours en Iran, en Arabie Saoudite, devant des femmes qui ne portaient pas de niqab, alors on ne comprend pas pourquoi dans un pays où ce n'est pas la tradition, elles insistent pour porter le niqab, hein, et surtout ne pas l'enlever devant les professeurs. Donc je suis tout à fait d'accord. Donc ça veut dire que c'est un emprunt culturel ou religieux dans des pays où ça n'existe pas. Et donc on va créer tout un code, tout un mode, un mode de vie intransigeant. Et c'est exactement la même chose ici. Alors, par rapport au Qatar, donc j'ai fait récemment un terrain sur les femmes qui portent le niqab au Qatar, et je me suis rendu compte qu'elles ne comprenaient pas ce qui se passe en France, parce qu'elles me disaient, mais moi je le porte, mais quand je viens en France, je l'enlève, et c'est tout à fait normal. Et en fait, elles n'attachent pas de dimension religieuse, alors que vous avez vu, enfin, en plus là, pour raccourcir le documentaire, donc j'ai enlevé tous les arguments religieux qu'elles apportaient. Et à chaque fois, elles disent, c'est une obligation coranique, ça se trouve dans le Coran. Donc elles arrivent à développer des trucs qui sont complètement des aberrations religieuses, parce que ça n'est une obligation nulle part. Personne ne peut défendre ça. Et pourtant, elles vont vous soutenir que c'est une obligation pour toutes les femmes de porter le niqab. Même, enfin, aucun oustaz ne le soutiendra, même s'il va pouvoir trouver des arrangements en expliquant que c'est dans les hadiths du prophète et que les femmes du prophète le portaient. En général, c'est la seule conclusion à laquelle on arrive. Mais elles vont soutenir que c'est une obligation religieuse. Donc, effectivement, voilà, donc on est devant un emprunt presque artificiel où on se réapproprie un symbole dont on veut faire le symbole d'un radicalisme ou alors d'une intransigeance religieuse et qui n'est pas du tout ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays de la péninsule arabique, en tout cas de ceux que je connais, puisque, comme je vous dis, en général même, j'étais très très étonnée parce qu'elle me disait, bon voilà, je le porte aujourd'hui parce que je me suis maquillée, je suis une amie, et pour pas montrer à tout le monde que je suis maquillée, donc je le porte. Ou alors elles disent, voilà, il y a un peu trop de soleil, donc je le porte. Donc, ou alors, certaines disent, dans ma famille, on est obligé de le porter parce que on appartient à un certain niveau, c'est une question de standing. Donc vous voyez, ça n'est pas du tout des arguments religieux, et ce qui est complètement contradictoire avec ce qu'on voit ici ou en France. Donc la question sur ce que vous attendez, bon, ça j'y réponds pas, je sais pas. Et oui, alors par rapport à ce que vous disiez sur le montage, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, le montage sur les Nadawi, donc je l'ai fait relativement rapidement, donc c'était juste pour vous donner un florilège de leur position par rapport au niqab. Donc il y a eu j'ai pas fait d'analyse, j'ai même pas fait un montage intéressant. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai mis bout à bout un peu leur position les plus représentatives pour montrer que et puis vous l'avez très bien analysé. Donc ils sont complètement en contradiction avec Ranouchi et même avec Abdel Fattah Mourou. Voilà, Mourou qui se démarque aussi. Donc il faudrait comprendre pourquoi. Moi, ce que j'ai fait sur les femmes Nadawi, ce qui m'intéressait, c'est qu'à chaque fois, elles se sentent concernées, donc elles prennent position de manière personnelle. Je crois que c'est comme ça qu'elles me l'ont présenté, en tout cas. Mais j'en sais pas plus, et effectivement, il faudrait essayer de voir si sur le long terme, elles vont continuer à maintenir ces positions. Voilà. Donc, mais c'est vrai, cette analyse sociologique, elle vaut pour beaucoup de femmes, c'est évident, j'en suis persuadé. Mais je crois que il y a eu une espèce d'encouragement à ce que cette demande émerge en raison du contexte politique que nous sommes, et des agendas politiques, de la géostratégie, de la globalisation de l'islamisme. Et donc, là aussi, mais parler de repli identitaire, mais justement, moi je considère au contraire que ce qui se passe avec le niqab, c'est un gauchissement de l'identité tunisienne. Ça n'a rien à voir avec l'identité tunisienne. Ce que Nahda veut, ce que les salafistes veulent, c'est finalement islamiser la Tunisie à la manière des wahhabites.
c'est très clair et très net. Et cela est devenu flagrant avec les attaques contre les mausolées. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, par exemple, il n'y a même plus de tombe des compagnons du prophète. Tout cela, c'est dans leur doctrine, c'est de la mécréance. Les tombes sont à même le sol. Il n'y a pas, comme en Tunisie, par exemple, des petits monuments qui sont érigés, etc. Et tout cela vise à gauchir cette identité, cette tunisianité dont nous sommes fiers et qui est le résultat d'un brassage des civilisations, d'un pays qui est au carrefour des civilisations et des cultures, et que sa situation géographique et son histoire, à qui cela a permis justement d'être ouvert, d'être ce qu'il est, eh bien, c'est tout cela qu'on veut effacer. C'est à tout cela qu'on veut porter atteinte. C'est à tous ces apports, à tout cet enrichissement. Donc il y a une conception au mouvement, et ici, ce qu'il y avait derrière le miracle, une conception figée, étriquée, sclérosée de l'identité, comme si l'identité n'évoluait pas et comme si l'identité ne devait pas évoluer. Voilà, vraiment, voilà tous les enjeux. Et tout cela, ce qui est encore plus, c'est que si ces idées-là étaient propagées, diffusées, dans le respect des autres idées, on aurait accepté. Mais ces idées, il y a un terrorisme intellectuel. On dit que le djihadisme scientifique, le salafisme scientifique est moins pernicieux que le salafisme djihadiste. Ce n'est pas vrai. Parce que le premier salafisme, c'est le salafisme scientifique qui nourrit le djihad. Et parce qu'il y a une vision totalitaire. Parce que vraiment, quand on dit des fous de Dieu, bon, j'aime pas cette expression, parce que je ne veux pas les insulter, à un moment, je les ai insultés dans ce livre, mais c'est ça, c'est qu'ils croient, mordicus, détenir la vérité. Ils sont capables de vous tuer, réellement, je n'exagère pas, c'est pas de la fabulation, parce que vous ne partagez pas à la limite. Mais en fait, l'assassinat de Choukri Belaïd, c'est quoi? C'est parce que c'est un monsieur, comme le dit François Hollande, qui c'était l'une des voix les plus libres et les plus courageuses de la Tunisie actuelle. Lui, il n'y va pas par quatre chemins, il n'a pas d'euphémisme, ni de cirlocution, de détour de la langue. Il appelle un chat. Et parce qu'il s'est opposé d'une manière très claire à ce projet-là, entre autres. Alors, on ne va pas tarder à conclure. Il y avait un monsieur qui... Alors, voilà, une dernière question, et puis après on... Chloé, là. Ah. Deux dernières questions. Non, je voulais juste dire que quand l'Église était au pouvoir en Europe, c'était pas tellement mieux. C'est-à-dire que on arrive au fond à la nécessité de séparation entre la religion et l'État. Moi, je suis égyptien, et ce que vous avez dit m'a rappelé énormément de choses. Et je voudrais juste réagir quant au pourcentage. Quand j'avais 17 ans, il n'y avait pas une femme voilée en Égypte. Quand je dis pas une, c'est vraiment pas une. Allez vous balader dans les rues du Caire, alors ça a commencé par quelques-unes. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bon, on a le même problème avec les salafistes et les Ikhwan, les frères musulmans. Bon, je ne veux pas appesantir là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas s'étonner que Narda va islamiser la Tunisie. C'est un parti religieux. Quand l'Église était au pouvoir en Europe, je me souviens d'une phrase de Maxime Rodinson tout à fait extraordinaire. Il disait, nous, on a mis 300 ans à se débarrasser du pouvoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le problème est de savoir si dans les pays musulmans,
où l'islam, à l'époque, c'était en 70 qu'il a dit ça, l'islam n'était pas entaché d'oppression, au contraire, l'islam avait souvent servi à d'étendard de ralliement contre le colonisateur. Et il disait tout le problème est de savoir si vous arriverez à faire l'économie de ces siècles qu'il nous a fallu, nous, en Europe. Voilà. Bonjour, moi j'aurais souhaité vous poser une question concernant toutes les universités tunisiennes finalement. Aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce que la Manouba est juste un point de fixation que vous avez bien décrit, ou bien qu'en est-il dans les autres universités? Est-ce que certaines sont devenues islamistes et d'autres sont restées très laïques? Est-ce que c'est très mélangé en interne? Est-ce que ça dépend d'un doyen, d'un professeur qui a un peu plus de poids que d'autres? Comment ça se passe? Dernière question. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien suivi vos publications et ce qui se passe à Tunis, bien sûr. Bon, je suis tunisienne. Je voulais savoir si ce phénomène de vestimentaire féminin à la faculté se voit sur les garçons. Parce que maintenant, on voit les islamistes porter des robes. Je parle pas de là-bas. Bon, ça, c'est plus du laisser-aller que... Mais, bon, je suis enseignante à Paris, je peux vous dire, les garçons qui se rasent, des fois on a envie de les mettre dehors, enfin bref. Mais je vois que les garçons portent des robes, ça c'est un nouveau phénomène. Il y a une sociologue d'ailleurs de Paris 13 qui est en train de faire un travail là-dessus absolument magnifique. Et pour, juste une petite minute, le monsieur qui disait comment faire pour aider sans faire de l'ingérence, il n'y a aucune ingérence à défendre la liberté, et la meilleure façon d'aider, si vous écoutez le discours des journalistes français et de la société française, y compris des clubs comme celui-là, le club Aristote, le club Clio, etc., si vous écoutez les personnes qui sont invitées, vous entendez toujours le même discours. C'est la pensée unique en France, le raz-de-marée islamiste. Dès que les islamistes lèvent le doigt, ils font la une des journaux, et toute la gauche, tous les laïcs, tous les libéraux, tous les agités du monde arabe, lorsqu'ils bougent, il faut qu'il y ait mort d'homme pour que ça fasse la une des journaux. La meilleure façon de nous aider, c'est de parler de nous. C'est tout. Il faut dire, chaque fois que vous entendez dire le raz-de-marée Nahda, rappelez que Nahda n'a eu que, sur les 50% de Tunisiens qui n'ont pas voté, de les 50% qui ont voté, elle n'a eu que le quart des voix qui ont été récupérées, sachant que le tiers n'a pas été récupéré. Le calcul n'est pas très simple, mais il a fallu se mettre à 3 pour former un gouvernement. Donc il a fallu former une troïka pour gouverner. Ça veut dire qu'ils ne sont absolument pas majoritaires, ils sont minoritaires, et si ce n'était le langage de menace sous-entendu permanent, auquel nous résistons très 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 fortement, ils ne seraient jamais au pouvoir. Et d'ailleurs aujourd'hui, ils reportent les renouvellements du gouvernement. Enfin, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est parce que sans nous, à cause de nous, ils ne pourront jamais gouverner. Ils n'ont pris aucune décision. Chaque fois qu'ils en ont pris une, on a fait des sittings pour que ce soit remis en cause. Dites-le, dites-le, dites-le. Ça, c'est l'aide. Merci. Alors, je vais vous laisser répondre de manière un peu concise. Oui, donc à propos de la laïcité en Tunisie, l'histoire de la laïcité en Tunisie, d'ailleurs, la laïcité, c'est un terme de contexte tunisien qui a 2 acceptions. La séparation de la religion et de l'État. Si la laïcité c'est cela, les Tunisiens sont dans la majorité contre cela. Mais la laïcité à la tunisienne, c'est la séparation du politique et du religieux. Et ça a commencé dès 1875, avec la fondation du collège Sadiki. Un enseignement laïque. La Zitouna n'a plus, à partir de 1875, le monopole de l'enseignement. Et les Étoniens eux-mêmes, pendant la première moitié du XXe siècle, avant leur disparition,
ils revendiquaient, les étudiants, ils revendiquaient d'avoir un enseignement de qualité. Bon, donc c'est bon pour la séparation du politique et du religieux, il y a bien sûr Boukiba, il y a ces murs en Tunisie. Et ce qui est en train de se faire, c'est qu'on veut faire en sorte, de sorte que l'histoire marche à reculons en Tunisie. Mais la bataille en Tunisie peut être gagnée pour peu qu'on ait, justement, qu'on résiste au niveau du front intérieur et qu'on ait encore le soutien international. Aussi, donc, il y a une autre question. Les autres universités. Ah, les autres universités. Effectivement, ce qui se passe à l'université tunisienne, comme je l'ai dit, le phénomène, il y a toutes les facultés de lettres, toutes les facultés. Il n'y a pas d'université laïque ou pas laïque en Tunisie. L'histoire du syndicat de l'enseignement supérieur en Tunisie, c'est une histoire d'une conquête permanente des libertés académiques et de l'autonomie de l'institution universitaire. Le syndicat, dès le début, a exhorté les conseils scientifiques à interdire l'accès aux cours à visage couvert. Voilà. Maintenant, il est vrai qu'à la Manouba, nous avons des traditions de résistance depuis 30 ans. Nous résistons mieux que les autres. On me dit que dans d'autres institutions, les enseignants ferment les yeux, ou des directeurs ferment les yeux. Mais on sait aussi que de nombreuses institutions, comme les facultés des lettres, comme les facultés de médecine, il y a une résistance. Mais ils peuvent d'autant mieux résister qu'ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de parti pour les enquiquiner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il y a beaucoup d'institutions où le problème ne se pose pas. Et quand on leur demande de nous soutenir, ils vous disent, mais pourquoi voulez-vous que je crée un problème alors que je n'en ai pas? Voilà. Donc ça, c'est aussi une attitude de démission. Mais dans l'ensemble, il y a eu un mouvement de solidarité merveilleux. Je rends compte de ce mouvement de solidarité dans le livre. À propos de la situation en Tunisie, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les Tunisiens ont entre leurs mains leur destin. C'est vrai qu'ils doivent se serrer les coudes, ils doivent transformer l'essai, comme on dit en rugby, à la mesure où le mouvement de colère et l'émotion né de l'assassinat de Chokri Belaïd, où l'on avait des centaines de milliers de personnes, soit à l'enterrement, soit dans des enterrements symboliques, exprimer leur émotion, il faut que cette émotion se transforme, cette colère se transforme en quelque chose de positif, de plus de mobilisation des forces démocratiques en Tunisie, dans un texte qui s'appelle Lettre ouverte aux démocrates tunisiens, dans cette chronique, et que je sous-titre ainsi, la résistance à la fascisation rampante est une œuvre de sa République, ben c'est encore aujourd'hui d'actualité. Devant, comme vous dites, un gouvernement qui ne peut pas gouverner, qui n'a pas la capacité de gouverner, qui s'accroche au pouvoir, parce qu'en fait, moi je pense que dans leur esprit, au fond, dans leur subconscient, ils ne croient pas à une alternance possible. À l'alternance qui est qu'en fait le principe même de tout régime civil et de tout régime démocratique. Non, sinon le combat n'aurait plus de sens. Ils sont là justement pour islamiser. C'est un peu comme le dogme de la dictature du prolétariat avec les anciens partis communistes. C'est le dogme c'est le représentant, ils sont représentants de Dieu sur terre. Et l'expression de sixième califat prononcée par Shbeli, c'est pas une métaphore. Ça reflète, c'est un écho de la véritable pensée. C'est un acte manqué, c'est un lapsus, c'est très révélateur. Donc, et vous voilà, et effectivement, j'ai l'impression, c'est aussi un autre appel pour que les médias européens, pour que les médias
français, justement, nous aident. C'est vrai, on les remercie, ils nous ont aidés. Il y a une grande couverture dans l'ensemble de ce qui s'est passé à la Manouba. Mais enfin, pourquoi pas un peu plus? Pourquoi pas un peu plus? Parce qu'en fait, ce qui risque de se passer, c'est que si la Tunisie sombre, l'intégrisme et tout ça, je pense, hein, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je pense qu'il va y avoir des répercussions, même en France, même en Europe. Et je crois que nos amis français, qui aident, paraît-il, les salafistes, paraît-il, je ne sais pas, les associations salafistes, matériellement, ils pourraient aussi aider les associations de modernistes. Voilà. Je vous remercie. Juste encore une toute petite remarque par rapport à ce que vous disiez. Évidemment, on ne peut pas imaginer que Ennahda ne soutienne pas le développement du voile, mais cela dit, ils sont vraiment très gênés par le développement du niqab, parce que ça outrepasse un petit peu ce qu'il voudrait pour la Tunisie. Moi, j'avais envie d'appeler ça le niqab, le poil à gratter d'Ennahda, parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Par rapport à ce que vous disiez, effectivement, le costume, le camis, donc, se généralise. C'est un petit peu la même crise d'adolescence qui prend les filles et les garçons. En fait, je voulais finir par une petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les deux jeunes filles qui ont 16 ans, qui sont la Zitouna en bleu, qui ont un niqab bleu et qui disent voilà, qu'elles le portent, qu'elles sont d'accord. Donc en fait, moi je les connais un petit peu. Donc les parents de l'une d'elles sont architectes. Et donc cette petite de 16 ans, elle s'est déclarée djihadiste. Donc sur son téléphone, elle a Ben Laden qu'elle adore. Et elle dit qu'elle veut absolument partir faire le djihad en Syrie. Et sa mère dit « passe ton bac d'abord ». Donc en fait, c'est un petit peu, voilà, c'est comment est-ce qu'on va gérer cette tendance, cette nouvelle tendance salafiste, djihadiste, où tous ces niqabés, comment est-ce qu'on fait pour les gérer? Est-ce que le fait de les interdire à l'université va résoudre le problème? C'est un petit peu la même chose en France. Est-ce que la loi a apporté une solution? La loi d'interdiction du voile intégral. On a l'impression qu'il y en a moins dans la rue, en fait il y en a plus. Mais elles sortent moins, elles restent chez elles et elles se radicalisent. Donc voilà, comment faire pour faire passer ces idées-là et les normaliser, donc ces idées post-adolescentes de révolte contre la société, contre les parents. Enfin, voilà, donc c'est une question qui reste ouverte.